Bonjour à tous. Ça fait maintenant quelques mois, années que je m'intéresse au sujet climat. Et en début d'année, j'ai échangé avec quelqu'un qui s'y connaît vachement plus que moi sur ces sujets. C'est une bonne pratique que je vous recommande. Et qui m'a dit, mais tu sais Antoine, en vrai le climat, oui c'est un peu embêtant, mais le vrai sujet, le vrai problème, c'est plutôt la biodiversité. Alors là, je ne sais pas si vous êtes touché vous aussi de cette espèce de syndrome qui consiste à chaque fois qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle sur les enjeux planétaires, à aller creuser vite vite pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on est mal barré. Mais moi c'est mon cas. Et donc là, l'idée un peu de ces 10 minutes, c'est de vous partager ce que j'ai appris pendant ce petit chemin très simple sur les sujets biodiversité et un peu vous donner quelques idées de pourquoi à la fois c'est compliqué et pourquoi ça serait pas mal qu'on s'y mette tous un petit peu sérieusement. La première chose que j'ai faite, moi, quand on m'a dit il y a un problème avec la biodiversité, je me suis dit ok, bah oui, il y a des oiseaux qui meurent, quoi. En gros, simple, c'est biodiversité. Et donc, je vais un peu demander autour de moi, mais toi, ça te dit quoi un problème sur la biodiversité? Et là, j'ai un collègue qui m'a dit, mais attends, je vais te montrer un problème de biodiversité. Il m'a parlé du barrage de Binga. Bon, alors, vous ne connaissez pas, et moi non plus, c'est en Indonésie. Et globalement, ça fait 140 mégawatts, c'est installé depuis les années 60, et c'est un assez gros barrage. Et vous allez vite comprendre pourquoi il y a un problème de biodiversité. Le petit espace vert là, sur la carte que vous avez, donc en amont de la rivière Agno qui vient alimenter le barrage, c'est des endroits où on déforeste. C'est-à-dire qu'on coupe globalement tout le couvert végétal, soit pour le brûler, soit pour l'exploiter, soit simplement pour planter d'autres trucs. Des cultures, par exemple. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que saison après saison, les pluies diluviennes emmènent toute la terre arable, tout ça dévale dans la rivière amène tout ça jusqu'au barrage, et globalement, ça bouge petit à petit l'espace du barrage avec des boues, de la vase et des sédiments. Résultat, le barrage, il n'y a plus que 20% de la capacité de stockage qui est possible pour de l'eau, tout le reste, c'est des sédiments. Et donc là, me dit mon collègue, mais néanmoins ami, ceci est un problème de biodiversité. Parce que le barrage n'a pas compris qu'en fait, il dépendait pour fonctionner de tout l'écosystème qu'il y avait en amont. Donc dans le jargon biodiversité, ça s'appelle un service écosystémique. Vous avez déjà entendu le terme tout à l'heure. C'est que les arbres en fait rendaient un service au barrage. Simplement le barrage ne le savait pas, sinon il serait allé s'occuper un tout petit peu plus des problèmes de déforestation. Et en gros là on apprend deux choses. Déjà le problème de service écosystémique, qui est une première notion qui est intéressante. La deuxième, c'est qu'on parle en fait d'écosystèmes, c'est-à-dire d'endroits qui sont autour de vous, de votre activité, et dont vous dépendez et que vous impactez. Et c'est cette notion-là qui est au cœur de la biodiversité. Donc là, à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Donc je reparle à un autre copain qui bossait lui au Muséum d'histoire naturelle. Il me dit oui, mais ton histoire d'oiseau, c'était pas tout à fait faux non plus. Et donc il me dit bon bah voilà, je vais te montrer un petit peu de quoi il en retourne. Ça, c'est le taux d'extinction des espèces, me dit-il. Donc la petite zone orange en bas, que vous voyez, c'est le bruit d'extinction. C'est-à-dire que si vous avez un peu suivi vos cours de SVT, vous savez que régulièrement des espèces meurent pour que de nouvelles espèces naissent. Jusque-là, ça va. En fait, avec notamment l'analyse des fossiles, vous êtes capable de dire que, en gros, le rythme classique sur les derniers millions d'années, c'est la petite barre orange. Et que là, le rythme du dernier siècle, comme vous pouvez le remarquer, est légèrement plus haut que ça. Après, bon, moi je me dis, bon, c'est OK, hein, 2%, 2,5%, ça reste des taux très satisfaisants. Elle me dit oui, mais alors en fait, si tu tires un tout petit peu les courbes sur 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ce qu'on fait, c'est-à-dire un temps biologique, on se retrouve avec des ordres de grandeur très très sympas. Et la dernière fois qu'on a connu ça, c'était pendant la crise paléo-crétacée, plus connue pour nous autres ignares sous le nom de là où les dinosaures ont disparu, et qui en fait s'appelle aussi la cinquième extinction de masse. Et donc, du point de vue des écologues, des biologistes et de tous ceux qui travaillent sur le sujet et qui sont tout à fait d'accord pour dire, on est plutôt dans une sixième extinction de masse aujourd'hui. C'est un terme, je veux dire, utilisé au quotidien. Alors moi, je tombe un peu des nues, hein, parce que pour moi, donc, une fois encore, c'était les petits oiseaux qui disparaissent. Donc là, non, non, on est plutôt ce niveau-là d'ambition, sauf que cette fois-ci, on ne mobilise pas des météorites et des volcans et 1 million d'années, ce qui était un peu old school. C'est l'innovation incrémentale, si vous me passez le jargon Startup Nation. Là, on fait ça à coup de déforestation, notamment. Bon, donc là, je me dis, j'apprends quand même quelque chose là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un sujet complexe, la biodiversité, parce que c'est multidimensionnel. Vous voyez bien que d'un côté, on parle de déforester un barrage et ensuite on parle de tuer des petits oiseaux. Globalement, on est sur des dimensions complexes. Et donc, pour vous illustrer ça, on peut regarder un peu les différentes façons dont un business, c'est-à-dire par exemple l'agriculture, impacte les différentes dimensions de la biodiversité. Et donc, dans le monde, l'agriculture, par exemple, c'est 80% de la déforestation, 30% des gaz à effet de serre, 50% de la disparition de la biodiversité en eau douce, 70% de l'eau prélevée, on en parlait tout à l'heure. Bref, pas mal de choses. Et ce qui est intéressant qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture, en détruisant, en impactant la biodiversité, impacte aussi elle-même sa propre activité. Si je vous montre à quoi ça ressemble, ben, 70% de la biodiversité terrestre qui tombe, ça veut dire que ça tue notamment les insectes qui pollinisent. Donc là, vous avez le taux de nombre de ruches aux États-Unis qui tombent comme ça. Avec un taux comme ça, alors
je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais c'est pas en mettant des capteurs IoT dans les ruches que vous allez arrêter ça. Hein, globalement, le vrai problème, quelque part, c'est peut-être plutôt voilà, la partie à gauche de la flèche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rétex, comme on dit encore une fois dans nos milieux, c'est en Chine en fait, c'est déjà arrivé dans des régions entières où on a éradiqué à coups de pesticides la totalité des insectes qui s'occupaient de polliniser. Donc ce que vous avez en photo, là, c'est une enfant chinoise qui pollinise à la main avec un pinceau les arbres fruitiers pour pouvoir manger. Voilà, c'est ça. Donc ça existe déjà, si vous voulez. Et là, on est en train de se lancer à vitesse grand V pour scaler, comme on dit, l'impact. Le deuxième courbe dont on ne parle pas souvent, et je vais aller assez vite, mais on détruit la santé des sols en les exploitant de façon fort intensive, et ça a des conséquences immédiates en termes de productivité des sols. Par exemple, vous avez là les rendements agricoles en France. Et ce qu'on dit rarement tout de même, c'est que les 20 dernières années, les rendements agricoles stagnent en France, voire diminuent, alors qu'on a de plus en plus de techno, d'argent, de choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de détruire nos sols. Sauf qu'en fait, un sol, c'est des milliers d'années à reconstituer une fois qu'il est cassé. C'est pas, voilà, on ne peut pas trop réinventer un autre truc pour remplacer ça. Et donc évidemment, ça a des impacts derrière sur l'agriculture. Et de la même façon, la déforestation. Vous savez que le cycle de l'eau, là encore, les cours de SVT un peu lointains, le cycle de l'eau, les arbres participent énormément à créer notamment les nuages pour qu'ensuite ils pleuvent. En gros, c'est les arbres et les océans, si je résume. Donc si vous enlevez les arbres, ben, vous avez des sécheresses. Bon. Donc là, à ce moment-là de ma petite enquête, je suis pas, enfin, l'état d'esprit globalement, c'est ça. Hein, c'est est-ce qu'on pourrait pas juste faire un truc? Et notamment parce qu'on voit que dans les enjeux climat, on en a pas mal parlé, il se passe des trucs. Mais le climat, c'est simple. C'est-à-dire que le climat, globalement, si je vous le fais schématiquement, et ça ferait hurler des spécialistes, vous brûlez du fossile, ça fait du CO2, le CO2 réchauffe l'atmosphère, donc en fait, on a un beau KPI là. On a l'équivalent CO2. Donc ensuite, il suffit de mettre en marche toute la logique. Donc vous avez des politiques qui fixent des objectifs. Ensuite, vous avez l'Agence internationale de l'énergie qui dit, bon, bah, à partir de ces objectifs par secteur, voilà les cibles. Et après, vous avez les entreprises qui s'alignent et qui se disent, bah voilà, moi, comment est-ce que dans mon secteur, je vais contribuer? Ça, c'est simple. Donc on pourrait se dire, à la limite, biodiversité, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Bah, c'est parce qu'en fait, quand vous voulez décrire la biodiversité, je vous l'ai dit au début, c'est multidimensionnel. Donc par exemple, ça, c'est une façon de décrire la biodiversité. Donc quand on veut dire qu'on est un tout petit peu loin de un indicateur simple, avec en fait, vous ne pouvez pas parler de la même façon de la biodiversité marine, de la biodiversité terrestre. Ensuite, quand vous voulez décrire les services écosystémiques, vous en avez 1 million. Et en fait, on a aussi perdu beaucoup de temps parce qu'on a passé beaucoup de temps à se dire, mais puisqu'ils rendent des services écosystémiques, peut-être qu'on peut trouver un indicateur unique qui serait le dollar. Parce qu'en fait, finalement, les abeilles, elles fertilisent les plantes, ça fait de l'agriculture, donc on peut convertir le service écosystémique des abeilles en dollars, et du coup, on aurait juste à piloter cet indicateur. Bon, bah surprise, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, ce genre d'agrégateur composite ne fonctionne pas, donc on a perdu un peu de temps. Donc là, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et par exemple, la table ronde d'après, ils en parleront, j'en suis sûr, sur quels vont être les bons indicateurs pour guider l'action de l'entreprise. C'est globalement un des plus gros problèmes aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens qui essaient de passer à l'action dans les différentes organisations. Il y a quand même des choses qui se passent. Donc là, les causes du changement que je peux vous transmettre, c'est assez classique. Hein. Donc vous avez des financiers qui bougent, et du coup, bah, évidemment, quand les investisseurs bougent, ça fait bouger les gens. Je fais un peu de pub pour AXA d'ailleurs, mais c'est très corporate. Vous avez globalement la régulation qui bouge, ce qui explique aussi que les financiers bougent, hein, on ne va pas se mentir. Vous avez les consommateurs, et ou que ce soit B2C ou B2B, vos clients qui peuvent bouger et donner des commandes qui changent. Donc là, vous avez par exemple la vente de produits bio qui montent, et donc forcément bah, ça a un impact sur la façon de cultiver, même si on peut faire du bio et détruire la terre quand même, c'est une autre question. Et enfin, vous avez la marque employeur. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en ont un petit peu marre de travailler pour quelque chose qui globalement détruit la planète et le vivant, et compromet l'avenir de ses enfants, ce qui est assez légitime quand on le pose comme ça, j'ai envie de dire. Et ça se traduit notamment par le fait que vous n'avez plus envie de bosser dans des endroits ultra artificialisés. Mais le message que je voulais vous passer aujourd'hui, avant de laisser la parole, c'était surtout que, à mon avis, la bonne raison pour laquelle il faut s'intéresser au sujet de biodiversité, c'est pas tellement ces 4 raisons de marque employeur, etc. Ça, c'est un truc chouette, mais si vous voulez se dire qu'on va arrêter de défendre les éléphants parce que en fait, l'indicateur est passé de 7 à 6 sur un dashboard quelque part dans un bureau, est quand même un petit peu... ne me semble pas la bonne approche. Surtout qu'il y a eu un atelier hier qui était très intéressant. On a bien vu qu'en fait, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas mesurer, en fait, et ça sert à rien d'essayer de le faire. Donc, je voulais juste vous laisser avec quelques mots de Romain Gary, qui sont très très chouettes. Pour moi, la bonne raison de s'intéresser à la biodiversité, il croyait vraiment que les gens avaient encore assez de générosité par les temps que nous vivons pour s'occuper non seulement d'eux-mêmes, mais encore des éléphants. Donc j'espère que dans vos boîtes, vous allez vous aussi vous atteler à ce sujet et qu'on va arriver à régler ce problème. Merci.